Il y a un navire qui dérive quelque part dans l'océan sans équipage. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était il y a plus de 50 ans. Son histoire rappelle celle du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer éternellement et à apporter le désastre à quiconque le voit en mer. Du moins, selon la légende. Contrairement au Hollandais volant, le SS Beijimo était définitivement réel et construit pour une entreprise allemande à Hambourg et a commencé comme un navire de fret ordinaire. Il échangeait des fournitures entre Hambourg et la Suède dans la mer Baltique à partir de 1914. Il possédait un moteur à vapeur puissant et une coque en acier. Quelques années plus tard, il devint propriété britannique. Puis, dans les années 20, une entreprise canadienne l'a acheté pour environ 18 000 $, une somme énorme à l'époque. Le nouveau propriétaire, la compagnie de la baie d'Hudson, utilisait activement le navire pendant plusieurs années. Il l'envoyait souvent en voyage depuis son port d'attache en Écosse vers la Sibérie, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il traversait également le canal de Panama et même le canal de Suez, avec à bord des pots de fourrure destinés à la vente. Parfois, il transportait également des passagers. Il avait réalisé 9 voyages réussis avant que cette série de chances ne prenne fin. À partir des années 30, le SS Beijimo rencontrerait des problèmes de glace et de tempête. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans la glace pour la première fois en octobre 1931, une partie de l'équipage a réussi à s'échapper vers l'Alaska. 15 des 22 marins ont décidé de rester avec leur navire et d'essayer de le sauver. Ils avaient à bord des fourrures et autres cargaisons précieuses, d'une valeur d'environ 58 000 $. La compagnie leur a envoyé des fournitures pour survivre à l'hiver. Ils ont établi un camp près du navire à l'aide de trappes, de bâches et d'autres matériaux, et ont déchargé la cargaison. Fin novembre, un blizzard a balayé la région, et il semblait qu'il avait emporté le navire avec lui. La plateforme de glace avait survécu, mais le navire s'était détaché. Certains membres de l'équipage étaient sûrs qu'il avait coulé. Mais peu après, ils ont reçu des nouvelles d'un local qui avait repéré leur navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage a continué sa vie, et le navire a commencé son périple en tant que bateau fugitif. Les gens apercevaient le SS Beijimo environ une fois par an, et ce jusqu'en 1969. Il était principalement repéré au large des côtes de l'Alaska. Un homme se rendant à Nome avec son traîneau à chien, des prospecteurs, des explorateurs et des chasseurs de trésors prétendaient tous avoir vu le SS Beijimo. Quelqu'un a tenté de monter à bord et de l'emmener au port, mais s'est retrouvé bloqué dessus pendant des jours en raison d'un temps épouvantable. D'autres ont eu plus de chance et ont réussi à prendre un canot de sauvetage, certains meubles et d'autres objets de valeur du navire. Ceux qui se sont approchés du navire ont vu qu'il était endommagé et qu'il manquait l'hélice. Pourtant, il est resté à flot sans équipage pendant au moins 38 ans et est devenu le navire fantôme le plus longtemps en mer de l'histoire. En 2006, les autorités de l'Alaska ont lancé un projet pour résoudre le mystère de ce navire fantôme de l'Arctique et enfin trouver le SS Beijimo, que ce soit encore à la surface ou sous l'eau. Jusqu'à présent, le projet n'a pas réussi. Le SS Beijimo reste l'un des 4000 navires estimés à avoir disparu au large des côtes de l'Alaska. Si la légende du XVIIe siècle ne ment pas, ce navire fantôme pourrait naviguer quelque part le long du Flying Dutchman. Il appartenait à la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son capitaine a réussi l'impossible pour l'époque et a navigué de la Hollande à l'Indonésie en seulement 3 mois. On disait qu'il volait sur la mer et certaines mauvaises langues expliquaient qu'il avait fait un pacte avec les forces du mal pour y parvenir. Une fois que le navire était en route pour rentrer chez lui, son capitaine et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Il existe de nombreuses versions de ce qui lui est arrivé. L'une des premières dit qu'il avait essayé d'entrer dans le port au cap de Bonne-Espérance, a été pris dans une terrible tempête et a coulé, car il n'y avait pas de capitaine pour le sauver. Une autre légende raconte que le capitaine avait refusé d'obéir aux cieux pour laisser le navire couler pendant la tempête. Une forme de lumière effrayante a alors frappé le bateau et l'équipage, et il a été ensuite condamné à errer éternellement sans repos. De nombreux marins prétendaient avoir aperçu le Hollandais volant. Le duc d'York, qui devait devenir roi d'Angleterre, mentionna l'avoir vu dans les eaux australiennes. Juste après avoir repéré le navire, l'homme qui l'avait vu en premier tomba du haut du mât et ne survécut pas. Il y eut d'autres rencontres avec ce navire légendaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Les navires faisaient presque collision avec lui alors que le Hollandais volant surgissait de nulle part. Les scientifiques ont une explication plus logique pour ce mystère. La Fata Morgana. À ne pas confondre avec Hakuna Matata.
Lorsque vous êtes en mer par une chaude journée et que l'air semble onduler, cela ressemble à ce que l'on voit sur la route lors d'une journée d'été brûlante. Cela est dû à ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Lorsque la lumière traverse différentes couches d'air ayant différentes températures et densités, elle se courbe et se tord. Parfois, sous certaines conditions, cette courbure de la lumière peut créer des illusions optiques vraiment étranges au-dessus de l'océan, comme des apparitions du Hollandais volant. Le phénomène de Fata Morgana peut faire apparaître des objets distants de manière déformée, étirée, ou même soulevée au-dessus de l'horizon. Ainsi, vous pouvez voir un navire au loin, mais en raison de la manière dont la lumière se courbe, il semblera qu'il flotte au-dessus de l'eau ou même qu'il disparaisse et réapparaisse. Une Fata Morgana est le plus souvent observée dans les régions polaires, particulièrement au-dessus de grandes étendues de glace qui présentent une température uniformément basse. Cependant, vous pouvez la voir n'importe où, même dans les déserts et au-dessus des lacs lors des journées chaudes. Les premières histoires concernant les navires fantômes remontent à la mythologie grecque et romaine ancienne. L'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire est le Mary Celeste. Cette brigantine voyageait de New York à Gênes et était entièrement chargée de provisions, mais elle était dépourvue d'équipage lorsqu'elle a été découverte dans l'océan Atlantique en 1872. Les effets personnels de l'équipage étaient également présents, parfaitement intacts. La dernière inscription dans son journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à son équipage, et le navire a inspiré de nombreuses histoires effrayantes et légendes. Le Lady Lovibond était une autre goélette légendaire qui est censée avoir fait naufrage au large des côtes du Kent au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte que le capitaine du navire, Simon Reed, venait de se marier et avait emmené sa jeune épouse à bord pour une croisière de célébration, malgré la superstition selon laquelle cela pourrait porter malheur. Ils étaient en route pour le Portugal lorsque le second, qui était également amoureux de la nouvelle épouse du capitaine, rendu fou par la jalousie, attaqua un autre membre de l'équipage, puis prit le contrôle du gouvernail et dirigea directement le navire vers les redoutables bancs de Goodwin. Personne à bord n'a survécu, et on dit que la goélette réapparaît comme un navire fantôme tous les 50 ans. À l'époque actuelle, de nombreux navires sont abandonnés et deviennent intentionnellement des vaisseaux fantômes. Il y en a des milliers qui flottent dans les rivières, lacs, canaux et eaux côtières des États-Unis. Certaines personnes perdent leur bateau lors de tempêtes et autres conditions météorologiques extrêmes. D'autres doivent abandonner leur bateau car leur entretien peut coûter jusqu'à 10% du prix du bateau. De plus, l'amarrage d'un navire peut coûter plusieurs milliers de dollars chaque année. De nombreux bateaux sont fabriqués en fibre de verre, donc leur propriétaire ne peut pas simplement les recycler comme des métaux usagés. Alors, quand ils veulent s'en débarrasser, ils ont souvent tendance à les attacher à un quai et à s'enfuir discrètement, à les laisser flotter loin du rivage, ou à essayer de les couler. Lorsque ces navires fantômes coulent dans des eaux peu profondes, ils peuvent endommager les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréicoles et les zones humides. De plus, ils peuvent entrer en collision avec des navires réguliers qui ne s'y attendent pas et causer de sérieux problèmes. Donc, ne faites pas cela. C'est dit. Un archéologue portugais vient de mettre au jour plusieurs épaves chargées d'or, parmi lesquelles figure un galion espagnol transportant 22 tonnes d'or et d'argent. À lui seul, cet imposant trésor est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards de dollars. L'archéologue Alexandre Monteiro a fait cette découverte presque par hasard. Alors qu'il consultait des archives, il est tombé sur des informations évoquant un navire disparu en 1615. Intrigué, il a décidé de partir à sa recherche. Après de longues années de travail, Alexandre n'a pas seulement retrouvé ce navire précis. Il a en réalité recensé 8620 épaves rien que dans les eaux portugaises. Parmi elles, 250 transportèrent de l'or. Une découverte qui ferait pâlir d'envie Jack Sparrow en personne. Si la plupart de ces navires ont sombré pour des raisons triviales, comme des tempêtes, certains ont péri lors de batailles, parfois spectaculaires. Ils acheminaient vers l'Europe des cargaisons d'or et d'autres richesses en provenance du Nouveau Monde, attisant toutes les convoitises. Depuis 3 décennies, Alexandre Monteiro étudie les épaves historiques et a ainsi identifié plusieurs naufrages survenus dans des circonstances remarquables. En 1816, par exemple, un navire appartenant à l'un des hommes les plus riches du Portugal a sombré au large de l'Australie avec pas moins de 6 000 pièces d'argent.
Il s'agit du premier navire portugais à avoir fait naufrage dans ces eaux lointaines. Malheureusement, ces vestiges engloutis, riches en trésors et en récits fascinants, sont loin d'être facilement accessibles. Ils reposent à des profondeurs abyssales et sont ensevelis sous le sable. Tenter de se les accaparer relèverait du pillage patrimonial, et nul ne voudrait porter une telle responsabilité, n'est-ce pas? Il va de soi que le Portugal n'était pas le seul pays à sillonner les mers à cette époque. Les côtes européennes regorgent d'épaves renfermant des cargaisons d'or. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de navires historiques reposent actuellement sous les eaux. Et la valeur de ces trésors perdus pourrait avoisiner les 60 milliards de dollars. Cette somme est vertigineuse, mais détrompez-vous, ces épaves regorgeant d'or ne justifient pas les risques encourus. L'histoire maritime regorge d'exemples où la découverte d'un trésor s'est soldée par des procès interminables, voire de lourdes peines de prison. L'un de ces récits remonte à 1746, lorsqu'une violente tempête fit sombrer le prince de Conti au large d'une île bretonne. Ce navire transportait du thé, des céramiques et 100 lingots d'or. Les propriétaires tentèrent évidemment de récupérer leur précieuse cargaison, mais si l'opération s'annonce complexe aujourd'hui, imaginez les difficultés au XVIIIe siècle. Il fallut plus de 2 siècles pour localiser l'épave. Ce n'est qu'en 1975 qu'un groupe de Français l'a mis au jour, s'emparant aussitôt de tout ce qui avait la moindre valeur. Or, il y a une bonne raison pour laquelle le jeu n'en vaut pas la chandelle. En France, toute découverte à potentiel historique doit être signalée aux autorités dans un délai de 48 heures. Ne pas respecter cette obligation revient purement et simplement à commettre un crime. Certes, les découvreurs déclarèrent bien leur trouvaille, mais seuls les canons rouillés du navire. Quant aux lingots d'or, ils les écoulèrent sur le marché et évidemment chaque barre valant entre 1 000, 2 000, 5 000 et 2 000, 3 000 euros. Il fallut près d'un demi-siècle aux autorités françaises pour remettre la main sur une partie de l'or dérobé sans parvenir à le récupérer dans son intégralité. Une fraction du trésor fut acquise par un couple âgé vivant en Floride, ce qui leur valut des poursuites pour blanchiment d'argent, crime organisé et trafic de biens culturels. D'autres lingots se retrouvèrent, quant à eux, dans la collection du British Museum. Revenons à présent aux années 1850, époque où le vapeur SS Central America effectuait la liaison entre le Panama et la Californie. Ce fut l'apogée de la ruée vers l'or, une période où 3000 personnes affluèrent en Californie, dans l'espoir d'y faire fortune. Le trajet étant loin d'être une sinécure, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de transporter leur or à bord de grands navires. C'est ainsi que le SS Central America entra en scène. En 1857, il embarquait 578 passagers, ainsi qu'une cargaison d'environ 10 tonnes d'or. Très peu survécurent au naufrage, et entre 100 et 150 millions de dollars en or sombrèrent avec lui. C'est précisément cette fortune engloutie qui poussa, en 1988, un groupe d'investisseurs de Columbus à financer des recherches pour localiser l'épave. L'opération fut dirigée par un certain Tommy Thompson, un homme obsédé par l'idée de retrouver ce trésor perdu. Il lui fallut des années pour déterminer l'emplacement exact du SS Central America, d'autant plus que le navire gisait à 2300 mètres de profondeur dans l'Atlantique, rendant toute récupération extrêmement complexe et nécessitant des technologies de pointe. Ce projet fut financé par 117 investisseurs, qui, bien entendu, ne le faisaient pas par pure philanthropie. Ils avaient injecté 12,5 millions de dollars dans cette entreprise, avec l'espoir d'en tirer au moins 10 fois plus. Mais comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, dès que l'or fut remonté à la surface, l'équipe de recherche fut attaquée en justice par 39 compagnies d'assurance. À l'époque où le SS Central America naviguait encore, ces compagnies avaient couvert la cargaison, et malgré le siècle écoulé, elles exigèrent d'être indemnisées lorsque le trésor fut récupéré. Elles avancèrent qu'il ne leur appartenait pas de récupérer la cargaison, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient fait une croix dessus. Cet argument ne pesa guère, et 92% de l'or fut finalement attribué à l'équipe de recherche. Mais l'histoire prit une tournure plus rocambolesque, lorsque Tommy Thompson escroqua ses investisseurs avant de disparaître avec 4,16 millions de dollars et 500 pièces d'or, dont il refusa obstinément de révéler la cachette. Cette affaire illustre parfaitement pourquoi la plupart des pays ont instauré des lois visant à protéger les biens culturels.
Car oui, les épaves peuvent être considérées comme telles. Cela dit, toutes les découvertes maritimes ne relèvent pas de l'infraction. Prenons l'exemple du SS City of Cairo, un paquebot à vapeur qui sombra en 1929 avec à son bord 2000 caisses de pièces en argent pour un total de 122 tonnes de métal précieux. Une société du nom de Deep Ocean Search est parvenue à récupérer ces pièces à une profondeur de 5200 mètres, soit 1400 mètres de plus que l'épave du Titanic. 34 millions de livres sterling ont été reversés au Trésor britannique, tandis que Deep Ocean Search a également obtenu sa part du butin. La bonne nouvelle, c'est que certaines de ces pièces sont légalement accessibles aux collectionneurs. Acquérir un tel trésor est sans doute la manière la plus simple d'approcher une découverte archéologique sous-marine. Je sais, je viens de réduire vos rêves de piraterie à néant. Mais même si piller des épaves remplies d'or constitue un crime dans la plupart des pays, ou simplement une entreprise hors de portée financière pour le commun des mortels, il reste encore un espoir. On estime qu'environ 707 000 milliards de dollars en or reposent au fond des mers, sans propriétaire attitré. C'est une véritable mine d'or sous-marine. Sauf que l'or se trouve dissous dans l'eau. Vous savez à quel point l'eau de mer est salée? Eh bien, c'est parce qu'elle est chargée de minéraux, dont l'or. Hélas, cela signifie que vous tomberez jamais sur une pépite en vous promenant sur la plage. Chaque litre d'eau de mer contient environ 13 milliardièmes de grammes d'or, une quantité infinitésimale, rendant son extraction complexe. Mais cela n'a pas empêché certains d'essayer, et bien sûr, une arnaque a vu le jour. Dans les années 1890, un homme prétendit avoir mis au point un dispositif capable d'extraire l'or de l'eau de mer. Une fois les fonds levés, il s'éclipsa discrètement avec la caisse. Si vous êtes vraiment déterminé à trouver de l'or, pourquoi ne pas aller chercher directement dans le noyau terrestre, qui contiendrait environ 1,6 milliard de tonnes d'or, soit 16 fois plus que tout ce que l'humanité a extrait depuis ses débuts? Aucun risque de supercherie ici, puisque personne n'a encore eu l'audace de tenter l'expédition. Avec toutes ces épaves remplies d'or que les archéologues exhument aux quatre coins du globe, qui sait? Peut-être pourrons-nous un jour faire nos propres découvertes? Ou économiser suffisamment pour nous offrir quelques piécettes en argent? On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués, capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne.
Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une deuxième épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'un siècle. Et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mengsun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator.
Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Imagine un équipage de 60 personnes qui a dû passer 3 hivers dans l'Arctique sans même savoir s'ils allaient survivre. Plus tard, le navire a été retrouvé, se dressant dans environ 11 mètres d'eau. Il était en très bon état. L'eau de l'Arctique avait empêché le pont extérieur du navire de se détériorer rapidement. On peut clairement voir la silhouette du navire et le bois dont il est fait. De plus, les archéologues ont découvert des artefacts sur la terre ferme laissés par les marins. Ils avaient tout déchargé avant d'abandonner l'Investigator. 3 tombes de marins et une épave de la marine britannique ont également été découvertes dans la région. Il se passe des choses étranges dans les eaux froides de l'Antarctique. L'une de ces choses est arrivée à un navire appelé Jenny. Il s'agissait d'une petite goélette dont l'histoire a commencé en 1822. Le bateau et son équipage ont pris la mer et ont disparu 1 an plus tard. Pendant 18 ans, le navire a été considéré comme naufragé. Puis, les gens l'ont oublié. Mais en 1840, le monde entier en a de nouveau entendu parler. Cette année-là, le baleinier Hope naviguait dans le canal de Drake, en Antarctique, lorsque son équipage remarqua un navire au milieu des glaces. C'était la goélette Jenny. Elle flottait lentement dans l'obscurité, sans aucun signe de vie. Le capitaine du Hope, M. Brighton, donna l'ordre de s'approcher du mystérieux navire. Ils pensaient à tous qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme, mais bientôt, ils aperçurent bord des membres d'équipage sur le pont. Les marins s'adressèrent à eux, mais ne reçurent aucune réponse. Il était clair que quelque chose de terrible était arrivé. Lorsque Brighton monta à bord, il se rendit compte que l'équipage n'avait pas disparu, ainsi qu'on l'avait cru. Ils étaient boniques bien là. Mais ils étaient figés comme des statues. Brighton descendit sur le pont inférieur et trouva le capitaine. Il était assis à sa table, congelé, un stylo à la main. Brighton consulta le journal de bord. La dernière entrée datait du 4 mai 1823. Le capitaine avait écrit qu'il était le dernier survivant. Ils avaient passé 71 jours sans manger. Il semble que le navire se soit perdu en mer parce que son capitaine avait décidé de changer de route ou qu'un iceberg l'avait heurté. Mais personne n'en est sûr. Par la suite, personne n'a jamais plus revu le Jenny. Selon les rumeurs, l'équipage du Hope aurait abandonné le navire gelé et l'aurait laissé dériver dans les eaux froides. D'après d'autres rumeurs, toute cette histoire n'est que fiction. L'histoire du Jenny apparut dans un magazine allemand au milieu du 19e siècle. Mais on n'a aucune preuve de l'existence de ce navire. Récemment, des chercheurs de l'université de Cambridge ont décidé de se pencher sur le mystère. Ils ont découvert que l'un des membres de l'équipage du Hope, resté anonyme, avait raconté à quelqu'un la légende du navire gelé. Cette personne en avait ensuite parlé à quelqu'un d'autre, et l'histoire avait été publiée dans un magazine allemand appelé Globus. Et c'est tout. Aucun indice supplémentaire. L'un des navires fantômes les plus célèbres est le Mary Celeste, dont l'existence ne fait aucun doute. L'histoire de ce navire est bien documentée. Les journaux en ont parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bateau a continué à être utilisé après la disparition de 10 de ses membres d'équipage. L'histoire du Mary Celeste a commencé au Canada en 1861. Pendant sa construction, le navire s'appelait l'Amazon. Il eut plusieurs capitaines,
et connut lui aussi quelques difficultés. Le bateau fut vendu, acheté, puis revendu, réparé, puis il navigua sous le nom de Mary Celeste. En 1872, son capitaine s'appelait Benjamin Briggs. C'était un homme honnête et courageux, doté d'une grande expérience de la navigation. Il avait une épouse, une fille et un fils. Lors de son dernier voyage, il emmena sa femme et sa fille avec lui, et son fils resta en Amérique. En novembre 1872, le Mary Celeste quitta le port de New York avec 10 personnes à bord et disparut. 8 jours plus tard, un autre navire, le Dei Gratia, quitta également New York et suivit la même route. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, aperçut le Mary Celeste et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le navire se déplaçait trop librement, comme si personne ne le contrôlait. Le capitaine essaya de contacter les membres de son équipage, mais personne ne lui répondit. Alors, avec d'autres marins, il monta à bord du Mary Celeste. Le navire était en bon état. Il n'y avait pas de dégâts. La cale était légèrement remplie d'eau, mais c'était sans gravité. Tout semblait en ordre, mais il manquait un canot de sauvetage. Les objets de valeur des membres de l'équipage étaient dans leur cabine. La cargaison était dans la cale. Les réserves d'eau et de nourriture étaient intactes. D'après le journal de bord, le navire avait essuyé une tempête, mais rien de trop violent. D'autres navires avaient traversé cette tempête, et rien de grave ne leur était arrivé. La dernière entrée était datée du 25 novembre et affirmait que tout allait bien. Les voiles du Mary Celeste étaient légèrement endommagées, mais cela s'était peut-être produit après la disparition de l'équipage. L'ensemble du navire était en excellent état. Alors, qu'est-ce qui avait poussé ces hommes à l'abandonner? Une partie de l'équipage du Dei Gratia resta à bord du Mary Celeste pour le ramener à terre. Tout se passa bien. On achemina le bateau au port le plus proche. Ensuite, le capitaine du Dei Gratia comparut devant un tribunal et raconta son histoire. Mais le procureur et le juge ne crurent pas à son récit. Ils étaient persuadés que le capitaine s'était en réalité débarrassé de l'équipage du navire pour récupérer sa cargaison. Selon les lois maritimes de l'époque, si vous trouviez un bateau fantôme avec une cargaison de valeur, alors une partie substantielle de cette cargaison vous appartenait. De nombreuses personnes pensèrent donc que David Morehouse avait décidé de se faire un peu de sous. Cette version semblait plus crédible que celle de la disparition mystérieuse de 10 personnes. Heureusement, personne n'accusa le capitaine d'avoir commis un crime. On le remercia pour ses services et on lui donna une récompense en argent. Cependant, sa réputation fut entachée, ce qui affecta grandement sa carrière, car beaucoup pensaient qu'il avait attaqué l'équipage du Mary Celeste. Mais même après cette terrible affaire, ce procès et cette enquête, l'histoire n'était pas terminée. Le Mary Celeste était toujours un navire efficace. Il navigua encore plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un capitaine le fasse s'écraser sur un récif afin de toucher l'assurance. Un tribunal révéla la manœuvre et accusa le capitaine d'avoir causé des dommages matériels de façon délibérée. L'histoire du Mary Celeste devint célèbre dans le monde entier. Les gens commencèrent à échafauder des théories plus ou moins réalistes. Certains croyaient que le navire avait traversé le triangle des Bermudes. Mais cette version fut rapidement réfutée, car la région des Bermudes se trouvait à des milliers de kilomètres de l'itinéraire du Mary Celeste. Le Kraken ou un autre monstre géant avait-il attaqué le navire? Non. Le bateau ayant été retrouvé dans un état presque parfait, cette théorie fut elle aussi réfutée. Selon l'une des versions les plus répandues, l'équipage du Mary Celeste aurait volé une cargaison de valeur et se serait rendu en Espagne à bord d'un canot de sauvetage. Cependant, ceux qui connaissèrent le capitaine Benjamin Briggs dirent qu'il s'agissait d'un homme honnête. Et puis, il avait un fils à New York. Il ne l'aurait jamais abandonné. Une enquête plus approfondie révéla qu'une série de circonstances fortuites pouvait être à l'origine de la disparition de l'équipage. Avant son dernier voyage, le navire avait livré du charbon. La pompe destinée à aspirer l'eau se serait alors bouchée avec cette matière. Et lorsque le navire avait traversé une tempête, la cale se serait tout simplement remplie d'eau. Briggs n'avait pas pu se rendre compte de la quantité d'eau présente, car les tonneaux entreposés empêchaient de bien voir.
Il aurait estimé qu'il était dangereux de rester à bord du navire, et aurait donc évacué ses passagers sur un canot de sauvetage. Mais peut-être qu'au moment de rejoindre la terre ferme, la tempête s'était soudain intensifiée et avait renversé le canot. Par ailleurs, une entrée du journal de bord indique que le chronomètre était défectueux. Il s'agit d'un appareil permettant de déterminer la position d'un navire en mer à l'aide de la longitude. Briggs s'était perdu et ne savait pas dans quelle direction naviguer. La tempête était violente, et il ne pouvait pas savoir si le navire risquait de couler. Il aurait alors peut-être décidé de l'abandonner au moment d'approcher la côte des Açores. L'originalité de cette affaire de bateau fantôme réside dans le fait qu'il est possible à tout un chacun de mener l'enquête. Vous trouverez de nombreuses informations au sujet du Marie Céleste sur Internet. Il y a des documentaires et de nombreux articles. Peut-être parviendrez-vous à découvrir quelque chose que d'autres n'ont pas vu et à élucider le mystère de cette disparition. Si je vous demandais de nommer l'épave la plus célèbre de tous les temps, vous penseriez au Titanic, n'est-ce pas? L'océan Atlantique, l'espoir d'une nouvelle vie, des histoires d'amour déchirantes. Il avait tout pour devenir un succès au box-office. Mais je suppose que vous n'avez jamais entendu parler du SS Princess Alice qui a sombré dans les eaux usées de la Tamise, emportant avec lui entre 600 et 700 vies. La vie dans le Londres victorien du 19e siècle n'était pas facile, surtout pour les couches populaires. Les transports publics abordables et les jours fériés rendèrent les choses un peu plus simples. Les gens pouvaient s'échapper vers la côte en train ou en bateau de plaisance, même si ce n'était que pour une journée. Sheerness sur l'île de Sheppey dans le Kent a commencé comme un fort sous Henri VIII, puis s'est transformé en une ville animée avec un chantier naval. Lorsqu'ils ont ajouté une gare en 1863, cela en est devenu une destination de choix pour les excursionnistes et les vacanciers. Promenades en bord de mer, jetées charmantes et tout un tas d'activités amusantes à faire au bord de la mer, tout y était. Un peu à l'intérieur des terres, le long de la Tamise, il y avait les jardins de Rocherville. Ces jardins comprenaient des pelouses de tir à l'arc, des terrains de boules, des labyrinthes, des lacs, des promenades sur les falaises et même un bazar floral. De plus, il y avait une volière, une fosse à ours et le squelette d'une baleine perdue qui avait pris un mauvais tournant dans la Tamise. Les Londoniens de la fin du 19e siècle pouvaient les monter dans un train ou naviguer le long de la Tamise en bateau, et ces deux options étaient le plutôt populaires. Mais le 3 septembre 1878, beaucoup plus de personnes que d'habitude ont choisi le bateau. Ils ont préféré cette option au chemin de fer après qu'un train de passagers soit entré en collision avec des wagons de marchandises dans le Kent, coûtant la vie à 5 personnes. La rivière semblait être un moyen plus sûr de voyager. L'un des navires disponibles pour le voyage était le SS Princess Alice. Le bateau à aube a été lancé pour la première fois en 1865 sur la côte ouest de l'Écosse. Son nom d'origine était Le But, et il était utilisé comme ferry pour les passagers de la Wemyss Bay Railway Company. Quelques années plus tard, il a été vendu et renommé d'après le troisième enfant de la reine Victoria. Puis, il a été vendu à nouveau et a obtenu le surnom de le bateau du chat, car il a transporté le chat de Perse sur la Tamise jusqu'à Greenwich en 1873. Le navire avait subi plusieurs modifications au cours de sa vie. Il avait reçu de nouvelles chaudières et des cloisons étanches. Le bureau du commerce l'avait inspecté et l'avait jugé sûr. L'année de son dernier voyage, il avait officiellement l'autorisation de transporter jusqu'à 936 passagers entre Londres et Gravesend, par temps calme. Le jour de la tragédie, le Princess Alice participait à ce qu'on appelait une balade au clair de lune, descendant de Swan Pier, près de London Bridge jusqu'à Sheerness, dans le Kent, et retour. Le voyage n'était pas cher, donc la plupart des passagers étaient issus de la classe ouvrière. Il y avait également une fanfare à bord pour remonter le moral. Le 3 septembre était une journée lumineuse, et de nombreuses familles étaient ravies de pouvoir profiter des derniers rayons de soleil de l'été et de l'air frais de la mer. Le propriétaire de l'époque du navire, la London Steamboat Company, avait plusieurs navires opérant sur la route. Les passagers étaient libres de monter et descendre de différents navires. Vers 18h30, après une belle journée au grand air, le SS Princess Alice se dirigea vers Swan Pier. Personne ne tenait de liste officielle des passagers, donc nous ne saurons jamais exactement combien de personnes se trouvaient à bord ce soir-là. Mais il paraît que le bateau à vapeur était presque à sa pleine capacité. Comme l'obscurité et la fraîcheur s'installaient, de nombreuses familles décidèrent de rester à l'intérieur du salon ou dans leurs cabines en dessous.
Certaines histoires du vapeur ressemblent au destin. Le capitaine de la Princesse Alice a laissé son pilote à Gravesend et l'a remplacé par l'un des passagers. John Ayres était marin, mais il avait peu d'expérience sur la Tamise ou avec un navire comme la Princesse Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef cuisinier de l'Est de Londres, avait été sollicité pour travailler sur le bateau à vapeur à la dernière minute. Il avait 30 ans et était père de 4 enfants. Il ne pouvait donc pas refuser un revenu supplémentaire. Vers 7h40 du soir, il se tenait sur le pont près de la porte du salon. À ce moment-là, le Princess Alice avait dépassé Tripcock Point et était entré dans Gallions Reach. Les passagers pouvaient voir le quai de North Woolwich au loin, beaucoup d'entre eux prévoyant de débarquer à cet arrêt. C'est alors que Merriman remarqua un énorme navire transportant du charbon. C'était le Bywell Castle. Ce navire transportait normalement du charbon vers l'Afrique, mais il venait juste d'être repeint dans un bassin de Radoub. Le Bywell Castle se dirigeait vers Newcastle pour prendre du charbon et le transporter à Alexandrie, en Égypte. Le capitaine du navire, Harrison, n'était pas très familier avec ces eaux, alors il fit appel à Christopher Dix, un pilote chevronné de la Tamise, pour lui prêter main forte, même s'il n'y était pas obligé. Le navire avait une partie avant surélevée en dessous du pont, et Dix ne pouvait pas vraiment voir ce qui se trouvait devant lui. Ils avaient donc un marin chargé de la veille. En appareillant de Millwall à la vitesse de 5 nœuds, ils ont essayé de rester au milieu de la rivière, mais d'autres bateaux avaient d'autres plans. Lorsqu'ils approchaient de Gallions Reach, Dix aperçut la lumière rouge bâbord de la Princesse Alice, se dirigeant vers eux mais prévoyant de passer par la droite. En même temps, Greensteed, le capitaine de la Princesse Alice, allait à contre-courant du fleuve, essayant de trouver des eaux calmes du côté sud. Il ajusta son cap, se dirigeant sur la trajectoire du Bywell Castle. Les deux équipages réalisèrent qu'ils se dirigeaient vers une collision. Dix tenta de s'écarter et ordonna même de renverser à pleine vitesse les moteurs, mais il était trop tard. Le Bywell Castle est entré en collision frontale avec le Princess Alice, qui était beaucoup plus petit, pesant moins d'un tiers des 890 tonnes du charbonnier transportant du charbon. Il a coupé le vapeur à passagers en deux. Comme Merriman s'en est souvenu plus tard, les rires à bord se sont immédiatement transformés en cris et en panique. Certaines personnes se sont précipitées sur le pont pour se mettre en sécurité. Merriman s'est dépêché d'aller voir le capitaine, demandant ce qu'il fallait faire ensuite. La réponse du capitaine était sombre. « Nous coulons rapidement. Faites de votre mieux. » Les extrémités du bateau à vapeur s'élevèrent haut dans les airs, et le milieu sombra, entraînant les passagers avec lui. Les malheureux qui se trouvaient sous le pont furent tragiquement piégés. L'impact causa l'éruption de tonnes d'eaux usées non traitées des sorties situées près du site de la collision. L'eau devint une masse écumante de déchets non traités, dégageant une odeur horrible. Elle était suffisamment puissante pour faire vomir même les marins les plus résistants. Au milieu du chaos, les passagers luttaient pour survivre dans l'eau contaminée. Ils inhalèrent à plein poumon des déchets dangereux sans le savoir. L'équipage à bord du Bywell Castle s'est immédiatement activé. Ils ont jeté des cordes depuis leur pont, exhortant les passagers du Princess Alice à monter à bord. Tout ce qui pouvait flotter, des planches au tonneau, a été lancé à l'eau pour servir de dispositif de flottaison à ceux dans le besoin. D'autres membres de leur équipe ont lancé un canot de sauvetage, sauvant 14 personnes. Les bateaux voisins, amarrés le long des berges, se sont joints à la mission, repêchant les survivants de l'eau. Beaucoup de passagers du Princess Alice ne savaient pas nager, et c'était encore plus difficile pour les dames portant de longues robes lourdes. Merriman faisait partie des chanceux qui savaient nager. Il s'est d'abord accroché à un morceau d'épave, puis, lorsque d'autres sont arrivés, il s'est éloigné à la nage et s'est agrippé à une corde qui pendait sur le côté du Bywell Castle. Ils ont réussi à sauver environ 130 personnes de cette manière. Un autre survivant était Robert Haynes, qui jouait dans l'orchestre de la Princess Alice. Il aimait beaucoup les navires et avait remarqué le Bywell Castle quelques minutes avant la collision. Il choisit de ne pas suivre le reste de l'orchestre, qui descendit pour faire une pause, et cela lui sauva la vie. Le navire jumeau de la Princess Alice, le duc de Teck, est arrivé 10 minutes trop tard pour aider aux efforts de sauvetage. Seules 2 personnes qui se trouvaient sous le pont ou dans le salon ont réussi à survivre à la collision. Nous ne connaissons toujours pas le nombre total de vies perdues ce jour-là, mais il se situe entre 650 et 700. Et ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est qu'elle a été en grande partie oubliée.
début du XXe siècle, quelque part au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un bateau à vapeur allemand quittait son port. Soudain, le temps s'est brutalement dégradé et le navire s'est enfoncé dans un épais brouillard. Le bâtiment s'est échoué contre un banc de sable proche du rivage. Heureusement, personne n'a été blessé et les marins ont même pu sauver leur précieuse cargaison. Mais le bateau était définitivement coincé. Et il n'était pas le seul. Presque toute la longueur de la côte ouest de Namibie est appelée la côte des squelettes. Et si son nom semble sinistre, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Cette plage, longue de 1570 km, fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Les tribus bushmen locales entretiennent la croyance selon laquelle leur divinité tutélaire aurait créé cette terre lors d'un accès de furie. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Namibie au XVe siècle. Et non, ils n'aimaient pas non plus la côte des squelettes. Les exportateurs portugais pensaient que cette terre abritait les portes du monde souterrain. C'est l'endroit où le désert du Namib rencontre l'océan Atlantique. Il n'y fait peut-être pas bon naviguer, mais c'est un lieu magnifique, ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si quelqu'un devait assurer la promotion de la côte des squelettes, il démissionnerait dès le premier jour. La région n'est pas vraiment touristique, en raison de sa géographie et de son histoire. Sous le sable et sous les vagues, un courant océanique secret guette les marins qui ne se doutent de rien. Il s'agit du courant Benguela. Il coule vers le nord, le long de la côte sud-africaine. Cette partie de l'Atlantique est riche en vie marine, mais la terre désolée qui l'aborde n'a pas vraiment gagné au change. C'est ce climat aride qui a créé le désert du Namib, l'une des régions les plus sèches de la planète. Et cette vie marine dont on vient de parler, ce sont des requins. 11 espèces d'entre eux pour être précis. Et oui, même le grand requin blanc y pointe le bout de son nez de temps à autre. Pour l'instant, nous avons un paysage désertique, de forts courants et des requins. Ce n'est certainement pas le lieu idéal pour une station balnéaire. Mais si quelqu'un se retrouve sur la côte des squelettes, saura-t-il qu'il court un grand danger ? Ne t'inquiète pas, il s'en rendra bien compte par lui-même. La plage est jonchée d'épaves de toutes tailles et de toutes origines. Si tu te souviens du navire allemand dont on a parlé au tout début, sa poupe massive et rouillée dépasse maintenant des sables du désert. Au total, quelques 500 épaves sont disséminées le long de la côte. Et c'est une foule hétéroclite. Des galions portugais vieux de plusieurs siècles aux navires qui s'y sont échoués à notre époque. Un bateau de pêche moderne, baptisé le Zeila India, a trouvé le moyen d'échapper à son câble de remorquage en 2008 pour se retrouver échoué sur la côte des squelettes. Certes, il ne s'est pas vraiment échappé tout seul, et les éléments l'y ont un peu aidé. Mais il vaut mieux être une attraction touristique sur la plage que d'être démantelé pour sa ferraille. Et c'est d'ailleurs ce qui attendait initialement ce pauvre chalutier. Le résident le plus célèbre de la côte des squelettes est l'épave du Dunedin Star. Ce cargo britannique s'est échoué ici en 1942. La vaste opération de sauvetage qui a suivi révèle pourquoi il est si dangereux pour les marins de s'aventurer ici. Les secours ont réussi à sauver tous les membres de l'équipage ainsi que les passagers. Mais à quel prix ? Un avion et un remorqueur ont été perdus au cours de l'opération et il aura fallu 2 mois aux derniers des sauveteurs pour rentrer chez eux au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi, te demandes-tu ? Un simple coup d'œil sur une carte de la région permet de le comprendre. C'est une immense étendue de jaune, autrement dit de sable. Il y a si peu de routes ici que la côte des squelettes est presque inaccessible par voie terrestre. Et il existe aussi quelques obstacles juridiques. Un permis spécial est exigé pour conduire dans la région. Mais les squelettes qui donnent son nom à la zone ne font pas seulement référence au bateau. Ils évoquent également des ossements d'animaux, dont la plupart appartenaient à des baleines et à des phoques. De nombreuses créatures se sont adaptées à la région, et c'est pourquoi les lions et les hyènes parcourent le littoral en quête de nourriture. Et oui, maintenant il y a aussi des lions affamés, comme si les requins ne suffisaient pas. Les éléphants, les guépards, les léopards et les girafes sont d'autres animaux qui élisent temporairement domicile sur la côte des squelettes. En 1971, les autorités namibiennes y ont créé un parc national. Mais à part des surfeurs adeptes d'adrénaline, ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. On peut comprendre pourquoi. Le désert du Namib est le plus vieux désert du monde et il n'est pas non plus très touristique. Ceux qui se rendent dans la région doivent emporter de la crème solaire et une chaude veste d'hiver. Une étrange combinaison, n'est-ce pas ?
Eh bien, pas tant que ça, quand on pense que pendant la journée, les températures grimpent en flèche jusqu'à plus de 45 degrés. Et la nuit, la température de l'air descend en dessous de zéro. De vraies montagnes russes climatiques. Et ce n'est pas là le dernier péril, il y en a encore d'autres. Tu te souviens de ce navire allemand qui s'est perdu dans un épais brouillard? Ce n'était pas un événement isolé. En raison du climat de la région, le brouillard apparaît très fréquemment. Voilà qui fera une belle jambe aux marins, mais ce brouillard est en fait bénéfique pour la faune. Il s'agit de la seule source d'eau du désert namibien. Les reptiles et les mammifères se sont adaptés à ce climat rude et ils utilisent le moins d'eau possible. Des sables changeants, un épais brouillard, des courants puissants, des lions et des requins. Ce n'est pas ce que tu mettrais en avant dans une brochure touristique. Mais la côte des Squelettes n'est pas la seule plage sur Terre où tu ne voudrais vraiment pas passer tes vacances. On t'emmène maintenant à Cap Tribulation en Australie. Cette zone s'étend sur quelques 125 km² au nord-ouest du continent, dans la région du Queensland. Et non, la région n'est pas aussi aride que la côte des Squelettes. Elle est englobée par la forêt tropicale de Daintree. On peut dire qu'ici, c'est la jungle et non le désert qui rencontre l'océan. La plage de Cap Tribulation semble tout droit sortir d'une carte postale, mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. L'Australie? Des requins sans aucun doute. Eh bien non, ce sont les crocodiles qui s'occuperont de toi si tu décides d'aller faire un plongeon dans la mer. Ce sont des crocodiles marins que les habitants surnomment Salties. Un joli surnom pour un reptile aussi féroce. Et il n'y a pas que. La faune locale semble avoir plus d'une dent contre les visiteurs. D'octobre à juin, les eaux autour du Cap Tribulation regorgent de méduses boîtes. Leur venin affecte le système cardiovasculaire humain. Lorsqu'ils sont piqués par une méduse en mer, les nageurs n'ont pas le temps de rejoindre la terre ferme pour recevoir de l'aide. Le vinaigre aide toutefois à neutraliser la piqûre, mieux vaut donc en garder une bouteille à portée de main. Les crocodiles et les méduses ont l'air dangereux, mais il y a un autre animal auquel il faut faire attention. Il s'agit des sangliers sauvages. Cela peut sembler comique, mais tu ne riras pas lorsque tu seras poursuivi par l'un d'entre eux sur la plage. 21 millions de sangliers vivent en Australie. Ils sont surtout actifs la nuit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse lorsqu'ils te chargent. La meilleure défense consiste à tourner en rond. Les sangliers ne savent pas très bien négocier les virages. C'est probablement pourquoi on n'en voit pas beaucoup faire carrière dans le sport automobile. Cap Tribulation recèle un dernier danger, et cette fois, ce n'est pas un animal. Ici, même les arbres se liguent contre les intrus. Le Gympie Gympie a beau avoir un nom rigolo, si tu essaies de cueillir l'une de ces magnifiques baies rouges, il se défendra. Ces piquants sont comme de minuscules éclats de verre, et leur effet désagréable sur ta peau durera plus d'1 mois. Il y a aussi l'arbuste Wait a While. On se demande qui trouve tous ces noms à coucher dehors. Les longues lianes de ce palmier grimpant sont pourvues de pointes qui s'accrochent aisément et ne relâchent rien. Elles sont si robustes qu'elles peuvent faire tomber un homme d'un cheval. Et il n'aura d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne le sauver de cette situation épineuse. Si tu étais sur le point de rayer cette plage australienne de ta liste de vacances, attends juste un instant. Le tourisme, ici, est en plein essor. Les autorités locales ont restreint l'accès à toutes les zones dangereuses et les visiteurs sont invités à se baigner dans ces trous d'eau paradisiaques entourés d'une végétation luxuriante. Il y a même des cordes pour se balancer. Voilà une plage sur laquelle on peut enfin se détendre. En tant que marin expérimenté et premier homme à avoir jamais navigué seul sans escale autour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, Matt Rutherford a vu beaucoup de choses au cours de ses voyages. Mais ce qu'il a vu en 2013, alors qu'il naviguait dans les eaux de l'Atlantique avec son collègue, se démarque sans aucun doute. À quelques 1300 km des côtes des Bermudes, non loin du célèbre triangle, ils ont remarqué un bateau qui semblait se déplacer tout seul. Ses voiles n'étaient pas hissées et son moteur ne tournait pas. Nos 2 marins ont alors décidé de voir si on avait besoin de leur aide, et ils se sont donc approchés du mystérieux navire. Une fois sur place, les choses sont devenues encore plus étranges. Ils ont réalisé qu'il n'y avait personne à bord. Rutherford a commencé à filmer pour documenter leur découverte. Le bateau avait l'air terriblement abandonné et ils s'attendaient à y trouver des choses plutôt effrayantes. Mais cela ne les a pas empêchés de le fouiller de fond en comble. Le bateau, du nom de Wolfhound, était tout ce qu'il y a de plus haut de gamme.
Il devait valoir des centaines de milliers de dollars. C'était étrange de l'avoir trouvé ainsi flottant tout seul au milieu de l'océan. On aurait dit que la personne qui l'avait laissé là était partie précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Le plafond s'était en partie écroulé et des tiroirs s'étaient ouverts. Les courageux marins décidèrent de remorquer le bateau jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile car il était plus grand et plus lourd que leur propre navire. Au bout de plusieurs jours, l'équipage commença à manquer de carburant et demanda à un cargo de passage de les ravitailler. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound jusqu'à ce que le câble de remorquage se prenne dans le gouvernail et qu'ils réalisent qu'il risquait de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Ce qui s'est réellement passé et comment le Wolfhound s'est retrouvé au milieu de l'océan restera probablement une énigme. La rumeur veut qu'il ait appartenu à un membre du Royal Irish Yacht Club. Le bateau effectuait son premier voyage du Connecticut aux Bermudes et à Antigua. Il s'était retrouvé dans une terrible tempête à environ 640 km du Delaware. Les vents étaient si violents que le yacht avait été renversé à 2 reprises. Un cargo grec avait secouru l'équipage et laissé le bateau avec une balise de détresse allumée. Les passagers avaient déclaré avoir vu leur bateau couler, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. Comment était-il remonté à la surface? Le triangle des Bermudes a-t-il quelque chose à voir avec toute cette histoire? Christophe Colomb lui-même a signalé une activité inhabituelle de sa boussole dans cette zone mystérieuse, alors qu'il était en route pour le Nouveau Monde. Bien que plus de 50 navires et 20 avions aient disparu dans cette zone, celle-ci reste l'une des voies maritimes les plus fréquentées sur la planète. Certains sceptiques pensent que cela seul suffit à résoudre le mystère du célèbre triangle. Leur théorie est que plus une zone est fréquentée, plus il s'y produit d'accidents. Mais là encore, ce n'est pas le nombre de disparitions qui rend l'endroit si mystérieux, c'est l'absence d'explication et l'impossibilité de retrouver certaines épaves. Le premier navire dont la disparition fut confirmée dans le triangle des Bermudes est l'USS Pickering. En 1800, il quitta les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Le navire entra dans le triangle des Bermudes avec 90 hommes à bord. Depuis, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. L'explication la plus répandue est que le bateau a été emporté par une tempête. Mais comme aucune épave n'a été retrouvée, nous n'en aurons jamais la certitude. Le plus grand navire qui ait jamais disparu dans cette zone mystérieuse est l'USS Cyclops. En mars 1918, avec à son bord un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a pénétré dans le triangle des Bermudes et s'est tout simplement volatilisé, ou plutôt, a sombré dans les fonds marins. On n'a jamais reçu aucun signal de détresse du Cyclops, qui a disparu sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes n'est pas le seul endroit au monde où des navires disparaissent et refont mystérieusement surface. L'une des histoires de bateaux fantômes les plus célèbres est celle du SS Beishimo. Ce grand cargo à vapeur fut construit en Suède. Le 1er octobre 1931, il se retrouva pris dans la banquise. Son équipage décida d'attendre et parvint à se libérer au bout de quelques jours, pour se retrouver à nouveau piégés moins d'une semaine plus tard. Cette fois, ils ne parvinront pas à s'en sortir. Les secours se rendirent sur place par avion et sauvèrent 22 des membres de l'équipage. Les 15 autres restèrent dans un abri de fortune non loin du navire. Ils voulaient attendre le printemps et remonter à bord. Fin novembre, un fort blizzard s'abattit sur la région. Une fois le calme revenu, le Beishimo semblait avoir été emporté par la tempête. Le capitaine se dit qu'il avait dû se briser et couler. Mais quelques jours plus tard, un chasseur les informa qu'il avait vu le navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage réussit à retrouver le navire et à y récupérer sa cargaison la plus précieuse. Il craignait que le Beishimo ne passe pas l'hiver, mais finalement, il survécut. Une fois la glace disparue, il se mit à flotter et à dériver le long des côtes du Canada et de l'Alaska.
De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu le bateau fantôme. Certains ont même essayé de monter à bord afin de le sauver, mais les conditions ne l'ont jamais permis. La dernière fois que quelqu'un a vu le SS Beichimo, c'était en 1969, 38 ans après que son équipage l'ait abandonné. Il est possible qu'il dérive encore quelque part. L'histoire du MV Joyita se déroule dans le Pacifique Sud. Le navire était à l'origine un luxueux yacht de bois. Après être passé pendant 20 ans entre différentes mains, il fut transformé en navire marchand. En 1955, il entama un voyage commercial qui devait durer environ 2 jours. Mais il n'atteignit pas sa destination à temps, et personne ne s'en inquiéta immédiatement, car c'est une chose courante en haute mer. Un jour plus tard, et en l'absence de signaux de détresse, il devint évident qu'il se passait quelque chose de grave. Il y avait 25 personnes à bord et leurs familles voulaient en les retrouver. Une équipe de sauvetage travailla d'arrache-pied pendant 6 jours à la recherche du navire ou de son épave dans une zone de près de 260 000 km², soit 1,5 fois la superficie de la Floride. Malheureusement, la mission se solda par un échec. Il semble que le Joyita ait disparu sans laisser de traces. Un mois plus tard, un autre navire marchand aperçut le Joyita à la dérive dans l'océan, et ce à des kilomètres et des kilomètres de sa route initiale. Mais aucun membre de l'équipage ni aucun passager n'était à bord. Sa cargaison avait également disparu. Les canaux de sauvetage n'étaient montés plus là non plus. Les gens avaient donc dû s'échapper du navire dans l'espoir de se sauver. On apprit que l'équipage avait tenté d'appeler à l'aide en réglant la radio sur le canal de détresse international. Mais un câble endommagé les avait empêchés d'envoyer leur signal à plus de 3 km. Il semble également qu'en quittant le navire, l'équipage ait emporté le journal de bord. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du Joyita. Les familles de ceux qui se trouvaient à bord cherchent toujours des réponses. Un professeur affirme qu'un tuyau aurait fui et inondé le navire. Mais nous ne le saurons probablement jamais. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, il existe une zone surnommée la mer du diable. Il y aurait là l'un des 12 tourbillons les plus dangereux de la planète. Certains prétendent que ces zones sont le siège de phénomènes étranges parce que l'attraction des ondes électromagnétiques de la Terre y est plus forte que partout ailleurs. Le navire le plus célèbre à avoir disparu dans la région est un patrouilleur de pêche, Kaiomaru No. 5, en 1952. Le navire s'était rendu sur place pour enquêter sur les navires disparus et il disparut lui-même avec ses 31 membres d'équipage. Les scientifiques qui ne croient pas au mystère évoquent l'éruption d'un volcan sous-marin.